Dans le nord du Montana, en janvier 1978, la lumière provenant de la grange de Vernon Hadley cet hiver-là attira initialement peu l'attention. Ce n'était qu'une lampe à pétrole. Les habitants supposaient qu'il travaillait peut-être tard sur son équipement, mais la lumière persistait chaque nuit, même lorsque les vents hurlaient du Canada à 65 km/h et que les températures chutaient à moins 20 degrés. Ce qu'ils ignoraient, ce qui restait invisible à travers les planches de bois patiné, c'est que Vernon ne stockait pas de foin et ne réparait pas de machines. Il vivait, en fait, à l'intérieur d'un tunnel en acier ondulé qu'il avait construit en plein centre de la grange, une hutte Quonset de 3,6 mètres sur 6 mètres, chatoyante comme une chrysalide argentée, située à 12 mètres du mur extérieur le plus proche. Tout le comté le croyait fou. La cabane initiale de Vernon, située à 180 mètres à l'est, était une habitation respectable selon les normes de la frontière, des rondins calfeutrés et une fondation en pierre. Pourtant, le vent exploitait chaque interstice, la pile de bois de chauffage restait humide sous des bâches qui ne la protégeaient jamais entièrement, et l'allocation annuelle de propane était à la fois coûteuse et peu fiable. Ainsi, Vernon entreprit une action que personne n'avait prévue, il construisit quelque chose de plus petit, il le construisit à l'intérieur. Et lorsque le blizzard le plus glacial en 45 ans ensevelit le Montana sous 2 mètres de neige et que les pare-brises affichaient 70 degrés en dessous de zéro, les individus qui l'avaient auparavant traité de lâche se turent. Si vous souhaitez voir la lecture de température qui a réduit au silence les constructeurs les plus expérimentés du comté, veuillez rester jusqu'à la fin et cliquer sur le bouton J'aime. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine une technique qui a fait ses preuves lorsque la survie n'était pas un choix, et partagez votre lieu de visionnage dans les commentaires. Commençons, Vernon Hadley n'était pas une personne excentrique, c'était un ouvrier agricole de 42 ans. C'était un ancien CB de la marine, le genre de personne capable de souder un essieu fracturé à minuit et de le faire réinstaller sous un tracteur avant l'aube. Il avait construit sa propre cabane en 1974, abattant personnellement les rondins et érigeant une cheminée en pierre des champs qui tirait la fumée proprement. Pourtant, après 4 hivers, il consommait 12 cordes de bois par an et se réveillait toujours avec du givre à l'intérieur de ses fenêtres. Les problèmes sous-jacents étaient évidents une fois examinés. La cabane était située sur une élévation exposée, captant le vent du nord-ouest comme une voile. Son abri de stockage de bois de chauffage était situé à 27 mètres de là, ouvert sur 3 côtés. Chaque morceau de pain fendu qu'il transportait à l'intérieur contenait de l'humidité, le faisant siffler et fumer plutôt que de brûler efficacement. Le courant d'air provenant des planchers était si puissant qu'il pouvait éteindre une bougie à 2 mètres du foyer. Vernon comprenait l'équation, une utilisation accrue impliquerait plus de coupes, plus de transport et plus de temps détourné de l'entretien de son bétail. Et en janvier 78, avec les prix du propane ayant doublé et les camions de livraison immobilisés sur des routes impraticables, brûler du carburant de manière inefficace n'était pas seulement une question d'inconfort. Cela présentait un danger. Il avait envisagé l'isolation, l'accumulation de terre contre la fondation, et la construction d'un vestibule. Puis, en novembre, il est tombé sur le Quonset. Un voisin situé à 2 vallées de distance démantelait un ancien abri d'équipement, un surplus militaire, probablement des années 50. Il était composé d'arches en acier ondulé, chacune de 2,4 mètres de large, boulonnées ensemble pour former un tunnel. C'était le genre de structure que l'armée utilisait pour diverses applications, du stockage aux hôpitaux de campagne, étant légère, portable et étanche à l'air lorsqu'elle était correctement montée. Vernon a acheté l'unité entière pour $60 et un casier de bière. Sa stratégie était simple. Son intention était de l'assembler à l'intérieur de la grange, pas à côté, ni connectée à elle. La grange elle-même mesurait 12 mètres sur 18 mètres, ayant été construite dans les années 20 avec des poutres équarriées à la main et un revêtement en planche. La lumière s'infiltrait par d'innombrables fissures, mais sa structure sous-jacente était robuste. Vernon a dégagé la travée centrale et balayé le sol en terre battue jusqu'à ce qu'il soit de niveau. Il commença à boulonner les arches ensemble sur un cadre en bois, créant une structure de 3 à 6 mètres de large, 6 mètres de long et 2,1 mètres de haut à son sommet. Ce demi-cylindre d'acier nervuré s'intégrait entièrement dans le périmètre de la grange, avec 6 mètres de dégagement de tous les côtés. Il a isolé le sol en béton avec de la sciure, en l'entassant sur 20 cm d'épaisseur, puis l'a recouvert de planches. Il a découpé une ouverture pour une porte à une extrémité et a installé un petit poêle à baril. Ce n'était rien d'élaboré, simplement un fût vertical avec un tuyau de poêle de 15 cm s'évacuant vers le haut et sortant par le toit de la grange. Il a construit des étagères le long des murs intérieurs et a suspendu une lampe à pétrole à la faîtière. Il a ensuite mis en œuvre ce que l'on pourrait appeler un concept de protection multicouche.
L'enveloppe extérieure du concept empêchait le transfert de chaleur par convection, la grange environnante le protégeait du vent, et l'espace entre eux servait de tampon isolant. Cela a créé une barrière thermique involontaire, réduisant efficacement la déperdition de chaleur, un peu comme une bouteille thermos. Cependant, Vernon a choisi de ne pas l'exprimer en ces termes. Lorsqu'un voisin l'interrogea sur ses activités, Vernon déclara simplement qu'il en avait assez du froid, ce qui marqua le début des moqueries. Imaginez ceci, une structure brillante en forme de tunnel, positionnée au centre d'une vaste grange, entourée de piles de foin et de machines désaffectées, éclairée de l'intérieur par la faible lueur d'un feu solitaire. Cela ressemblait à un abri de survie, donnant l'impression de quelqu'un d'isolé de la société. Pour la plupart des observateurs, cela semblait totalement irrationnel, pourtant son ingénierie sous-jacente, que ce soit par conception ou par hasard, possédait une ingéniosité plus grande qu'il n'y paraissait. La conception de la cabane Quonset était intrinsèquement efficace. Sa surface en acier ondulé réfléchit la chaleur radiante vers l'intérieur, et sa structure incurvée dévie efficacement le vent. Cependant, le vent n'était pas la principale préoccupation dans cette situation. Le facteur crucial était la capacité de l'enveloppe à empêcher les fuites d'air. Une fois la porte scellée et le tuyau de poêle solidement installé, aucun courant d'air ne se produisait, empêchant l'air froid de s'infiltrer au niveau du sol. La chaleur était également empêchée de s'échapper par les fissures du joint d'étanchéité. Bien que cela seul aurait apporté des améliorations, le bénéfice significatif de Vernon venait de la grange elle-même, offrant 12 mètres de zone dégagée dans toutes les directions. Les murs de la grange subissaient de plein fouet la force du vent, tremblant et gémissant à chaque rafale. Pourtant, le concept restait dans une immobilité totale. Il n'y avait aucune perte de chaleur par convection, ni effet de refroidissement éolien enlevant la chaleur de la structure en acier. L'air à l'intérieur de la grange restait frais, peut-être 5 à 8 degrés Celsius plus chaud que l'extérieur. Néanmoins, c'était de l'air stagnant, et l'air immobile transmet la chaleur considérablement plus lentement que l'air en mouvement. De plus, Vernon disposa son bois de chauffage le long des murs intérieurs de la grange, le protégeant des précipitations. Dans cet environnement aride et aéré, même le bois fraîchement coupé sécherait rapidement. Vers la mi-décembre, il possédait du combustible complètement sec, facilement accessible près de l'entrée du concept. Fini le temps de traîner des bûches humides à travers les congères ou de s'efforcer d'entretenir un feu avec du bois qui ne faisait que fumer au lieu de brûler. Le poêle à baril était compact, peut-être un quart de la taille de la cheminée de son ancienne habitation. Cependant, une grande taille était inutile. La capacité interne du concept mesurait 300 pieds cubes. Contrairement aux 1500 de la cabane, chauffer une zone plus confinée exigeait une consommation de carburant réduite et moins de temps. De plus, comme l'enveloppe d'acier émettait uniformément de la chaleur, il n'y avait pas de points froids ou de zones inefficaces où la chaleur s'accumulait inutilement près du plafond. Vernon avait la capacité de remplir le poêle au crépuscule, de couvrir les braises de cendres, et de se réveiller 8 heures plus tard dans un intérieur qui maintenait une température de 55 degrés Fahrenheit. Dans son ancienne cabane, il se réveillait généralement à 40, parfois 35 degrés. Pourtant, les principes scientifiques n'intéressaient personne, leur attention était uniquement portée sur les apparences extérieures. Et l'impression donnée était que Vernon Hadley, un homme dans la fleur de l'âge, s'était retiré dans une enceinte métallique à l'intérieur d'une grange, semblable à un reclus ou à un individu timide. La nouvelle se répandit rapidement dans un comté où tous les habitants se connaissaient. Hadley habite dans sa grange ces jours-ci, commentaient les gens à l'élévateur à grains, au restaurant local et lors des rassemblements de l'église du dimanche. Il s'était construit un petit refuge, affirmant que cela le rendait plus chaud. Au début, l'amusement était discret, marqué par un sourire en coin ou un sourcil levé, mais il s'intensifia. Charlie Brennan, un charpentier réputé pour 3 décennies d'expérience dans la construction de maisons durables, observa l'installation de Vernon fin novembre. Les bras croisés, il se tenait à l'entrée de la grange, regardant le concept comme si c'était un affront. Charlie déclara, « Ce n'est pas une habitation, ce n'est qu'un maudit silo à grains. » Vernon n'a pas contesté, il a simplement hoché la tête et a déclaré que c'était suffisant pour le moment. Charlie a rétorqué, « Attends juste que ce chauffage rende le métal trop chaud pour toucher les surfaces intérieures. Attendez-vous à des gouttes constantes de condensation toute la nuit, attendez juste que le vrai froid arrive. » Beaucoup d'autres partageaient cette opinion. Un après-midi, Paul Dietrich, un éleveur de bétail connu pour sa résilience et gérant 500 têtes de bétail, lui rendit visite. En voyant l'intérieur, un sac de couchage sur un lit de camp, un poêle à bois et des étagères éclairées fixées au support structurel du quartz, il éclata de rire.
Cela ressemblait à un submersible. Bon sang, Vernon, dit Paul en secouant la tête, tu deviens un ermite qui travaille à la poste. Vernon entendit une conversation entre deux individus, l'un étant un ouvrier agricole d'une propriété voisine, qui déclara que les vrais hommes n'évitent pas l'hiver. Le second homme acquiesça, affirmant qu'il l'affrontait. Mon grand-père a construit une maison en tourbe avec un sol en terre et y a élevé 6 enfants. Patty possède une cabane parfaitement adéquate, pourtant il choisit de dormir dans une grange. Même la sœur de Vernon, téléphonant de Billings, lui fit part de son inquiétude. Les gens en parlent, dit-elle. Ils pensent que tu as des difficultés. Vernon l'assura qu'il allait bien, en fait, mieux que bien, il avait plus chaud, consommait la moitié du bois de chauffage et dormait profondément toute la nuit sans avoir besoin de se lever pour raviver les flammes. Commenta-t-elle, ça a l'air solitaire. C'était peut-être le cas, mais la solitude ne ferait pas mourir de froid. La critique dépassait le simple logement physique, elle concernait ce que la construction symbolisait au sein d'une société qui valorisait l'indépendance, la résilience et une forme particulière de virilité robuste. Se retirer dans un espace plus compact. Un type de refuge inhabituel semblait s'apparenter à une capitulation, comme reconnaître une incapacité à faire face à ce que ses voisins géraient. Vernon avait une perspective différente. Il percevait à la fois un problème et son remède. Le problème en question était la dissipation de la chaleur. Le remède consistait à minimiser la surface exposée, à empêcher les courants d'air, et à s'assurer que le combustible restait sec. Cependant, personne ne lui demanda d'explication. Les gens présumaient simplement qu'il avait succombé à la pression d'une existence difficile et d'un environnement rude. À la mi-décembre, Vernon avait cessé de se rendre en ville, sauf en cas d'absolue nécessité. Ce n'était pas par embarras, il n'en ressentait aucun, mais plutôt parce qu'il était las de justifier un choix qui, à son avis, ne nécessitait aucune justification. Il vérifierait sa justesse en temps voulu. Le 7 janvier 1978, le Service météorologique national a diffusé des alertes dans tout le Montana, le Dakota du Nord et le Wyoming. Un système de basse pression important, avançant lentement et chargé d'humidité, descendait de l'Alberta. Les météorologues l'ont appelé un cyclone bombe. Les températures devaient chuter brusquement, les rafales dépasseraient les 80 km/h, et les chutes de neige persisteraient pendant plusieurs jours. Ce n'était pas une exagération. À l'aube du 9 janvier, le mercure dans le nord du Montana avait plongé à 18 degrés en dessous de zéro. À midi, il affichait 28 degrés en dessous. La tempête transforma l'atmosphère en une substance tangible, capable de brûler la peau non protégée en quelques instants. Les éleveurs de bétail se sont dépêchés de rentrer leurs animaux, les habitants ont scellé les fenêtres avec du ruban adhésif, empilé des sacs de sable contre les entrées et récupéré chaque couverture de leur rangement. Par la suite, les chutes de neige ont commencé. Pas la variété délicate et pittoresque. C'était une neige dense, chargée d'humidité. La neige poussée par le vent a englouti les clôtures, fait s'effondrer les abris et transformé les routes en voies impraticables. Les chasse-neige n'ont pas pu faire face. Le poids de la glace a fait céder les lignes électriques. Le 11 janvier, des communautés entières se sont retrouvées isolées. La personne la plus proche de Vernon était Ed Larson. Sa maison était située à 1,5 miles au sud. Ed possédait une solide résidence à 2 étages. Sa construction comprenait une ossature en bois et une isolation moderne. Il possédait également une chaudière au propane, avec un poêle à bois en guise de secours. L'approvisionnement en propane s'est épuisé le 2e jour de la tempête. Le remplissage du réservoir était prévu pour décembre, mais le camion de livraison n'est jamais arrivé. Par conséquent, Ed a commencé à utiliser exclusivement le poêle à bois. La difficulté venait de sa pile de bois de chauffage située à l'extérieur, submergée sous 4 pieds de neige. Toutes les bûches qu'il parvenait à déterrer étaient complètement trempées. Allumer une seule bûche nécessitait 20 minutes et un journal entier, et même alors, elle couvait principalement au lieu de flamber. Le thermomètre intérieur d'Ed, situé près de la cuisine, affichait 41 degrés. La nuit, la température est tombée à 35 degrés. Il a superposé les vêtements et a eu recours à brûler des meubles pour se réchauffer. Même en dormant dans la même pièce que le poêle, il se réveillait toujours en frissonnant. D'autres familles, cependant, ont connu des conditions plus sévères. À 6 miles à l'ouest, la cheminée d'une maison de ranch a cédé lorsque la glace a fracturé le conduit. La fumée a alors imprégné l'intérieur, obligeant la famille à se réfugier dans leur camion, moteur allumé. Utilisant de l'essence qu'ils ne pouvaient pas remplacer, ils ont survécu pendant 2 jours, jusqu'à ce qu'un motoneigiste les localise et les transporte en ville. Le vent s'est avéré implacable. Des rafales de 50 milles par heure faisaient vibrer les murs et arrachaient les bardeaux des toits. Le bruit assourdissant était épuisant, un tonnerre continu ou ressemblant au son d'un moteur d'avion à réaction.
Et le froid, le 12 janvier, la température officielle à Coatbank, Montana, a enregistré 47 degrés en dessous de zéro. Avec le facteur de refroidissement éolien, la sensation était de 70 degrés en dessous. C'était le genre de froid qui transforme le diesel en gel et gèle l'humidité dans vos poumons. C'est le genre qui s'avère fatal pour le bétail dans les pâturages ouverts. Personne ne s'aventurait dehors, à moins que ce ne soit une nécessité absolue. À l'intérieur, nous trouvons la cabane quantique. Vernon Hadley était assis à côté du poêle à baril, l'alimentant avec un morceau de pain sec toutes les 2 heures. La température à l'intérieur de la cabane est restée stable à 62 degrés. Restez avec moi, car une fois que la tempête s'est finalement calmée et que les gens ont commencé à comparer leurs expériences, les données enregistrées par Vernon ont fait taire même les sceptiques. Veuillez appuyer sur le bouton. J'aime si vous regardez toujours et partagez votre emplacement dans les commentaires. Je suis curieux de voir d'où tout le monde se connecte. Le blizzard a duré 6 jours. Quand il a finalement cessé le 15 janvier, le ciel s'est éclairci pour révéler un bleu dur et cristallin. C'était le genre de froid qui rend l'air lui-même perceptible, avec l'humidité gelée suspendue dans les rayons du soleil. Chaque expiration formait une vapeur visible. Le thermomètre affichait toujours moins 31 degrés. À la mi-journée, le paysage était méconnaissable. Les congères atteignaient 3 mètres de haut contre les bâtiments. Des voitures entières étaient submergées, et les câbles électriques étaient coupés sur des kilomètres. Les routes resteraient impraticables pendant une semaine supplémentaire. Ed Larson, à bord d'une motoneige, fut la première personne à atteindre la propriété de Vernon en milieu d'après-midi. Ed s'attendait à trouver Vernon dans un état difficile, peut-être confiné à la cabane principale, conservant son bois de chauffage restant. Cependant, il trouva Vernon à l'extérieur du hangar de stockage. Il coupait du bois, vêtu d'une simple chemise. Ça va, cria Ed par-dessus le bruit du moteur, en retirant son couvre-chef. Vernon leva les yeux et hocha la tête. Je vais bien, et vous? Ed coupa le moteur. J'ai gelé pendant 6 jours, consommé l'équivalent de 3 semaines de bois, presque épuisé mes réserves. Il marqua une pause, observant Vernon attentivement. Vous êtes sérieux, Yves? Vous alliez bien? Venez voir. Ed suivit Vernon alors qu'ils entraient dans la grange. La température intérieure était nettement plus élevée que l'extérieur, peut-être de 5 ou 10 degrés. Il faisait encore frais, mais le vent s'était arrêté, et, positionnée au centre de cette vaste zone, se trouvait la structure Quonset, dont l'extérieur métallique reflétait le soleil de l'après-midi filtrant à travers les ouvertures du bardage de la grange. Vernon déverrouilla l'entrée. Une vague de chaleur enveloppa Ed comme si c'était un objet tangible. Il entra, ses yeux s'habituant. Un thermomètre était suspendu à l'un des supports métalliques, 68 degrés Fahrenheit. 68, vous plaisantez, s'exclama Ed. Vernon désigna un petit carnet posé sur une table improvisée, une planche soutenue par 2 tréteaux, où les relevés étaient enregistrés toutes les 4 heures. La température la plus basse atteinte ici était de 55 degrés. Cela s'est produit dans la nuit du 12, lorsque la température extérieure est tombée à moins 47. J'ai examiné un carnet, les relevés étaient précises, date, heure, température interne, température externe et quantité de bois consommé le 12 janvier, pendant la période la plus intense de la tempête. À 6 heures du matin, le relevé interne était de 58 degrés Fahrenheit, tandis que l'externe était de moins 43 degrés Fahrenheit. À 10 heures du matin, l'intérieur était 62 degrés Fahrenheit, avec l'extérieur à moins 47 degrés Fahrenheit. À 14 heures, l'intérieur affichait 64 degrés Fahrenheit, et l'extérieur était de moins 45 degrés Fahrenheit. À 18 heures, l'intérieur était de 61 degrés Fahrenheit, et l'extérieur de moins 41 degrés Fahrenheit. À 22 heures, l'intérieur mesurait 57 degrés Fahrenheit, avec l'extérieur à moins 39 degrés Fahrenheit. À 2 heures du matin, l'intérieur était de 55 degrés Fahrenheit, et l'extérieur de moins 42 degrés Fahrenheit. Combien de bois avez-vous consommé? Demanda Ed, tandis que Vernon se tournait vers une feuille récapitulative. Un total de 112 livres. Sur 6 jours, cela représente une moyenne d'environ 18 à 19 livres par jour. Ed le regarda attentivement. J'utilisais 200 livres par jour, au minimum, affirma Vernon d'un hochement de tête. Je présumais que la majorité des gens faisaient probablement la même chose. Les calculs pour la période de 6 jours étaient étonnants. Malgré avoir brûlé 1200 livres de bois de chauffage, Ed passait encore des nuits à frissonner, avec des températures avoisinant les 30 degrés.
Vernon, lui, avait utilisé un peu plus de 100 livres de bois et maintenait une différence de température intérieure-extérieure de 90 à 100 degrés. Son efficacité n'était pas seulement améliorée, elle était largement supérieure. Ed demanda, « Comment est-ce qu'est possible ? Ce n'est que de l'acier, il n'y a pas d'isolation. » Vernon lui expliqua alors le processus. L'extérieur en quartzite empêchait tout courant d'air. Chaque fissure et ouverture qui laissait habituellement la chaleur s'échapper était scellée. La grange protégeait également du vent, empêchant le refroidissement convectif sur sa face extérieure. L'espace rempli d'air entre les murs de la grange et le quartz servait de tampon protecteur, une zone stagnante qui réduisait la perte de chaleur par conduction. De plus, le volume interne compact nécessitait moins de chauffage. Vernon fit remarquer que l'acier est très efficace pour réfléchir et renvoyer la chaleur. Le poêle tonneau émet de la chaleur dans toutes les directions, et les murs environnants la redirigent simplement à l'intérieur au lieu de la laisser se dissiper. Ed désigna le tuyau de poêle, demandant, « Et ce tuyau de 6 pouces là-haut, qui ? Il est à double paroi là où il traverse le toit. Il y a certes une perte de chaleur, mais elle est minime. La majeure partie de la chaleur reste concentrée au niveau inférieur, précisément là où j'en ai besoin. » Ensuite, ils examinèrent le bois lui-même. Vernon déverrouilla l'entrée du conseil et montra les piles empilées le long des surfaces intérieures de la grange. Il était complètement sec, protégé de la neige et aéré par la ventilation naturelle de la grange. Vernon précisa que le bois frais peut contenir peut-être 50 à 60% d'eau en poids. Il déclara, « Vous dépensez la moitié de votre énergie simplement à évaporer cette humidité. Le bois sec, étant de la chaleur pure, brûle avec plus d'intensité, de propreté et de durée. » Ed fit le calcul mental nécessaire. Considérant que le bois de Vernon brûlait avec une efficacité double uniquement grâce à sa sécheresse, et que son bâtiment perdait de la chaleur à un rythme considérablement réduit, les chiffres concordaient. La logique était si évidente que c'en était presque humiliant. Ed demanda, « Charlie a-t-il été informé ?» faisant référence à Charlie Brennan, le charpentier qui avait auparavant qualifié le conseil d'unité de stockage de céréales. Vernon, probablement souriant, répondit, « Pas encore, il va détester ça. » À la fin de janvier, la nouvelle avait largement circulé. Des gens commencèrent à arriver, des voisins, des éleveurs, et même un inspecteur des bâtiments du comté qui, ayant entendu le récit indirectement, restait sceptique. Vernon les accueillit tous à l'intérieur. Il leur présenta son carnet et détailla tout l'agencement. Quelques-uns s'excusèrent, la majorité resta simplement debout, observant les lieux. Toutes les personnes présentes réévaluaient toutes leurs hypothèses antérieures sur le maintien de la chaleur. Un détail particulier résonna chez chacun. Pendant la nuit la plus rigoureuse de la tempête, avec un refroidissement éolien extérieur chutant à 70 degrés sous zéro et des familles rassemblées autour de braises mourantes, Vernon Hadley avait profité d'une nuit de sommeil complète en simple t-shirt. Pas besoin de recharger le feu au milieu de la nuit, pas de réveil avec le souffle glacé sur son oreiller, juste 8 heures de repos continu dans un environnement qui restait constamment au-dessus de 55 degrés. Charlie Brennan vint au début de février. Il resta largement silencieux, se contentant de faire les 100 pas autour du conseil, de frapper l'acier avec ses phalanges et d'examiner attentivement la configuration du poêle. Finalement, il fit face à Vernon et remarqua, « Tu as eu de la chance », déclara Charlie. Vernon haussa les épaules, disant, « Peut-être, cela ressemble toujours à une unité de stockage de céréales. » Un silo à grains chauds, Charlie esquissa un sourire, à peine. « Oui, c'est bien. » La chaleur fournie était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse que Vernon n'aurait pu offrir, un fait que les deux hommes comprenaient. Le printemps 1968 arriva tardivement, la neige persista bien au-delà d'avril. Cependant, une fois que les routes furent entièrement praticables et que les éleveurs purent circuler sans entrave entre leurs propriétés, un changement s'était produit dans la vallée. Les gens ne qualifiaient plus Vernon de lâche, au lieu de cela, ils le considéraient comme astucieux. La modification initiale apparut en mars. Hank Fabota, un éleveur exploitant une modeste ferme à 15 miles au sud, possédait une vieille étable laitière inutilisée. Cet hiver-là, il avait vu un tiers de son bois de chauffage gâché par l'humidité, ce qui avait failli faire geler sa famille. Bien que Hank n'ait pas de structure Quonset supplémentaire, il lui restait des panneaux d'acier pour la toiture d'une construction de remise. Il construisit un refuge de 12 par 14 pieds à l'intérieur de l'étable, utilisant des madriers de 2 par 4 pour l'ossature, le recouvrant des panneaux de toit et remplissant les espaces avec de la paille pour l'isolation.
Un poêle à bois compact, avec son conduit s'étendant à travers le toit de l'étable, fut installé, et sa famille s'y installa pour la dernière partie de l'hiver. Cela s'avéra efficace, bien que pas avec la même efficacité que l'aménagement de Vernon. La structure était moins raffinée, les joints n'étaient pas aussi étanches, mais elles fonctionnaient suffisamment. L'épouse de Hank informa par la suite Vernon qu'ils avaient réduit leur consommation de bois de chauffage de 50% et avaient ressenti plus de chaleur pendant leur sommeil que pendant toute la saison. Avant l'arrivée de l'été, 3 familles supplémentaires avaient construit différentes versions de cette idée. Une famille utilisa une grange à poteaux, intégrant une section intérieure encadrée et recouverte de tôle métallique. Une autre famille convertit un vieux silo à grains, créant une entrée et installant une cheminée. Un troisième groupe se contenta d'isoler un coin de leur grange actuelle et résida dans cette zone spécifique tout au long de l'hiver suivant. Bien qu'aucune ne ressemblât précisément au concept de Vernon, elles adhérèrent toutes à la même idée fondamentale, construire une habitation compacte et scellée à l'intérieur d'une barrière coupe-vent plus substantielle. Utiliser la structure externe pour empêcher la convection, garder le bois de chauffage dans l'espace intermédiaire, et chauffer une zone réduite avec du combustible sec. Robert Kilmer, l'agent de vulgarisation agricole du comté, dont le rôle consistait à guider les agriculteurs sur des sujets allant de la rotation des cultures à l'entretien des machines, rendit visite à Vernon fin mai. Il arriva avec un bloc-notes et un appareil photo. « Vous verriez un inconvénient à ce que j'enregistre cela ?» demanda Robert. « Mon intention est de compiler un rapport et de le distribuer à d'autres régions. » Vernon consentit. Robert consacra tout un après-midi à prendre des mesures, à capturer des images et à mener des entretiens. Cet automne-là, il publia un bulletin. Son sujet était l'abri efficace pour les climats froids. La publication contenait des informations tirées de la tempête de neige de 1968. Elle présentait des schémas de notre arrangement spécifique, des relevés de température et des statistiques sur l'utilisation du bois. De plus, il comprenait des observations concernant des constructions alternatives créées par d'autres foyers. Le rapport d'information fut distribué à travers le Montana, le Wyoming et les Dakota. Certaines personnes l'ignorèrent, tandis que d'autres l'archivèrent comme un simple point d'intérêt. Néanmoins, un groupe sélectionné, ceux qui résidaient dans des régions moins favorables, ceux qui avaient des ressources financières limitées, et ceux qui avaient failli geler pendant cet hiver-là, y prêtèrent attention. En 1941, au moins 12 foyers dans un rayon de 100 miles avaient mis en œuvre une forme de l'idée d'abri basée sur la grange. Certains étaient temporaires, utilisés uniquement pendant les périodes les plus froides, tandis que d'autres évoluèrent en résidence permanente. Près de Havre, un colon construisit un complexe autonome complet basé sur ce concept, comprenant une charmante cour à l'intérieur d'une spacieuse grange à poteaux, ainsi que des zones de serre connectées conçues pour collecter la chaleur solaire tout au long de la journée. Vernon, de son côté, introduisit plusieurs améliorations. Pour l'éclairage naturel, il incorpora une petite fenêtre sur le côté sud, et créa une entrée en vestibule pour minimiser les pertes thermiques à l'ouverture de la porte. Un étendoir fut installé au-dessus du poêle pour les vêtements et l'équipement. Au cours de son 3e hiver passé dans la hutte Quonset, son système était si précisément calibré qu'il pouvait prévoir sa consommation hebdomadaire de bois avec une précision de 5 livres. Il n'est jamais retourné vivre dans l'habitation principale. Il a finalement vendu la propriété à un jeune couple et a continué à habiter le Quonset toute l'année. Le public a cessé de le considérer comme étrange, c'était simplement reconnu comme la résidence de Vernon. Le mépris, la critique et la dérision se sont progressivement transformés en une admiration réticente. Ce n'était pas parce que Vernon réfutait les autres de manière dramatique ou conflictuelle, mais plutôt parce que son approche fonctionnait silencieusement et efficacement lorsque l'urgence se présentait, lorsque le froid intense était indéniable et que la survie était en jeu. Sans aucun doute, dans une société qui privilégiait les résultats aux simples paroles, cela avait une plus grande signification que l'ego personnel. Un vieil adage des hautes terres dit « Le climat est indifférent à vos notions de convenance ». Vernon Hadley n'avait aucune intention de transformer la façon dont les gens vivaient dans des conditions glaciales. Il ne possédait ni déclaration formelle ni cadre théorique. Il a simplement analysé un problème, l'utilisation inefficace du combustible due aux pertes de chaleur et aux vents violents, et l'a réduit à ses principes physiques fondamentaux. Minimiser l'espace, empêcher les courants d'air, entraver le transfert de chaleur et s'assurer que le combustible reste sec. La structure Quonset à l'intérieur de la grange manquait d'attrait esthétique, elle n'était pas conventionnelle, elle ne correspondait à l'idée de personne d'une habitation authentique. Pourtant elle a maintenu la vie et le confort d'un homme pendant une tempête de neige qui a coûté la vie à des animaux, fait s'effondrer des structures et laissé des foyers tremblants dans leur résidence.
Le point négligé par les sceptiques, par Charlie Brennan, Paul Dietrich et tous les autres, était que la persévérance n'implique pas la difficulté, l'efficacité n'est pas un défaut, et parfois l'action la plus intelligente est de construire à plus petite échelle, plutôt qu'à plus grande. Brennan a résidé dans ce concept pendant 18 années supplémentaires, il y est resté en 1996, lorsqu'un journaliste d'une publication locale est venu l'interroger sur son ingéniosité pionnière. À cette époque, Vernon avait atteint 60 ans, et le récit s'était développé indépendamment. Amplifié dans certains récits, condensé dans d'autres, le journaliste lui a demandé s'il répéterait l'expérience. Vernon marqua une pause pour réfléchir. « Je sauterai la période où tout le monde me traitait de fou, a-t-il déclaré, mais oui, je le referai. Car lorsque vous affrontez des températures de 47 degrés en dessous de zéro, et que la tempête tente d'arracher les murs de votre maison, vous n'avez pas besoin de validation, vous avez besoin d'une stratégie efficace. » Vernon possédait une telle stratégie, et cela s'est avéré décisif. J'aimerais connaître vos réflexions maintenant. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Quel est votre lieu de visionnage, et quel a été l'hiver le plus glacial que vous ayez jamais enduré? Si vous avez tiré des enseignements de ce récit, si vous avez acquis des connaissances concernant l'efficacité, la fortitude ou la pensée innovante quand cela compte, alors appuyez sur le bouton d'abonnement. Chaque semaine, nous présentons une seule méthode, un récit unique, une seule pépite de sagesse qui a permis à des individus de persister lorsque les circonstances n'offrent plus d'opportunités. Nous apprécions votre visionnage, restez au chaud dans votre environnement. Avertissement informatif. Cette vidéo propose des reconstitutions historiquement inspirées à des fins pédagogiques et narratives. Les noms des individus et les occurrences particulières sont fictifs, tandis que les méthodes, les idées et les principes explorés sont tirés de véritables coutumes historiques et d'une compréhension physique ou pratique reconnue. Toute mise en œuvre contemporaine devrait être évaluée conformément aux normes actuelles, aux directives de sécurité et aux lois ou ordonnances pertinentes. Le matériel fourni est à des fins pédagogiques et ne constitue pas un conseil professionnel, technique ou juridique.